Et j'appelle Kevin Campuis de chez Foodtech Partner à venir me rejoindre. Bonjour. Et puis Stéphane Marcel de chez SMAG. Voilà, bonjour. Merci à tous les deux. Merci de nous rejoindre. On va démarrer rapidement avec les présentations. Donc déjà, Stéphane Marcel, donc SMAG, filiale à 90% d'Invivo, notamment logiciels et outils, bien évidemment, dans les logiques d'agriculture de précision. Mais pas seulement, vous travaillez pour Invivo, mais aussi, bien évidemment, pour un certain nombre de coopératives. Que vous demandent aujourd'hui les coopératives, concrètement, en matière d'outils digitaux? Est-ce que c'est de la data? Est-ce que c'est de l'agriculture de précision? Est-ce que c'est de la traçabilité? Ça fait beaucoup. Est-ce que c'est des plateformes de dématérialisation? Qu'est-ce que c'est? Où est le cœur du métier aujourd'hui pour vous dans la demande des coopératives? D'abord, je pense que le principal rôle que la coopérative nous confie, c'est déjà d'essayer d'identifier quelles sont les pistes de travail et essayer de prioriser les choses. Parce qu'effectivement, dans cette grande sphère qui est le numérique appliqué au secteur agricole, le risque, c'est de se perdre dans les méandres technologiques et de ne pas considérer la chose majeure et principale, c'est la création de valeur. Donc déjà d'identifier où et comment on va créer de la valeur grâce à l'opportunité qu'offre le digital. Parce que je pense que on peut se poser la question dans le cadre d'une table ronde ou d'un think tank comme ça, est-ce que le numérique crée de la valeur pour l'agriculture? Mais la réponse, elle est évidente. C'est oui. À condition que le digital soit bien appréhendé par justement la coopérative, parce que effectivement ce digital bouleverse déjà aujourd'hui et bouleversera la relation que la coopérative entretient avec son adhérent, parce que ce digital va également bouleverser la façon dont elle travaille à l'intérieur de ces organisations, en amont comme en aval, et parce que ce digital peut être extrêmement disruptif s'il est mal appréhendé. Donc, l'idée, c'est que la coopérative, en quelque sorte, porte le smart, le digital, dans l'exploitation, c'est ça? La coopérative est, selon nous, la smart agriculture, l'ag-technologie, est créatrice de valeur environnementale, écologique, sociétale, économique, agronomique. C'est évident que l'agriculteur et l'exploitant agricole doivent pouvoir compter sur sa coopérative pour pouvoir utiliser ce fort potentiel qui est le digital. Et donc la coopérative a un rôle majeur à jouer, et le joue pour la plupart d'entre elles d'ailleurs, et qui ont travaillé depuis un certain nombre d'années, à diffuser ces technologies dans l'exploitation agricole pour qu'il y ait une bonne adoption, une bonne utilisation, et qu'on puisse collectivement montrer que la création de valeur, c'est possible et c'est mesurable. N'oublions pas qu'on est dans un domaine qui est terrien, qui est pragmatique. Donc il s'agit de montrer à l'exploitant agricole que concrètement, en utilisant telle ou telle technologie, il va pouvoir faire un gain de X euros à l'hectare ou un gain de réduction de son impact sur l'environnement, par exemple. Et par exemple, donc de réduction d'intrants et de meilleure rentabilité par parcelle, etc. On peut déjà avoir des chiffres ou pas? Bien sûr. C'est une obsession, mais comme on parle de valeur, je me suis dit on va quand même essayer d'avoir beaucoup de chiffres aujourd'hui. Est-ce qu'on peut déjà avoir des chiffres de l'agriculture raisonnée aujourd'hui par hectare dans telle ou telle production? Alors juste petite parenthèse, agriculture raisonnée, c'est déjà has-been, je suis désolé. On parle plus globalement d'agriculture mesurée. Une agriculture qui a elle aussi sa propre évolution digitale, qui change de paradigme et qui est une agriculture qui va être de plus en plus pilotée par la donnée. Ça c'est important. Donc on mesure, on calcule grâce à de l'algorithmie et ensuite on agit directement sur la parcelle. Et en utilisant tout ce qu'a dit monsieur de PwC, un certain nombre de technologies de captation d'informations et de traitement en masse, grâce notamment à des technologies de big data. Ceci étant dit, la question c'était... Est-ce que c'est valorisable? Est-ce qu'on peut oui. déjà le quantifier? Alors, on a aujourd'hui clairement identifié des revenus supplémentaires entre 100 et 200 euros hectare en grande culture, par exemple, lorsqu'on utilise un panel de technologies, notamment en matière d'agriculture de précision. On a su également quantifier des réductions significatives d'impact sur l'environnement, jusqu'à 40% d'impact en moins sur l'environnement. Pourquoi? Parce que derrière nos big data, derrière notre système d'information agronomique, nous donnons les moyens de faire les mesures nécessaires pour restituer de l'information auprès de nos utilisateurs. Alors, est-ce que ça veut dire que la clé du business, de l'agri-business, si je puis dire, aujourd'hui, de l'agro-digital, c'est quand même l'effet de taille, en quelque sorte, qui fait que ce sera rentable et que ça peut être très vite très très rentable par l'effet de taille. Alors ça peut être très très rentable, mais ça peut être également extrêmement
compliqué à gérer à l'échelle, par exemple, d'une seule coopérative. Donc le projet France Digital, d'une façon générale, agriculture digitale, c'est nécessairement un projet collectif. C'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion de taille critique. Et d'ailleurs, on l'a vu, M. PwC l'a dit tout à l'heure, dans son étude, plusieurs coopératives se sont réunies. On l'a vu aussi avec l'exemple néerlandais. On a une obligation d'atteindre une taille critique en taille de traitement de data, par exemple, pour être candidat à l'exploitation et la quintessence du digital, à savoir les outils de nouvelle génération, les outils 4.0 aujourd'hui, qui pourront nous permettre d'être prédictifs, d'anticiper un certain nombre d'aléas pour limiter les risques. On en a parlé aussi en début de ce think tank tout à l'heure, limiter les risques jusque dans l'exploitation agricole et maximiser les gains pour les autres intermédiaires dans l'utilisation de ce digital. Alors je vais vous poser une colle. Est-ce que pour l'exploitation laitière, on peut avoir le même type de calcul que par exemple pour les grandes surfaces? Alors oui, dans les cultures spécialisées, dans les cultures en production animale, en polyculture élevage, production vache laitière ou vache allaitante, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent concrètement de mesurer les choses. Par contre, je voudrais également attirer votre attention sur quelque chose. Ce n'est pas forcément non plus une mesure directe en euros hectares ou sur le compte d'exploitation de l'exploitant. Aujourd'hui, être exploitant agricole, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a une volatilité des marchés qui est extrêmement importante. On est sur un environnement réglementaire qui est de plus en plus oppressant. Je parle bien d'oppression, d'accord, avec donc une difficulté d'être serein dans son métier d'agriculteur, en tout cas d'agri-business. Parce qu'aujourd'hui, un agriculteur est en train clairement également de muter et de passer d'une vision agriculteur à une vision chef d'entreprise. Donc l'apport du digital n'est pas, encore une fois, mesurable que sur un gain dans le compte d'exploitation de l'exploitation agricole, mais également en sérénité au travail, en gain de temps. Une exploitation laitière, par exemple, qui met en place un robot de traite avec un certain nombre de technologies, va lui permettre à un exploitant agricole de renouer avec une vraie vie de famille, voire même des vacances. Et ça, c'est effectivement pas quantifiable sur le plan financier, mais sur le plan bénéfice utilisateur. Parce qu'il sera obligé de se lever à 4 heures du matin, c'est ça? Par exemple. Et alors moi j'ai une question pour M. Locht. Est-ce qu'ils font déjà des simulations en termes de rendement de litres de lait par vache une fois que la numérisation sera très installée dans les exploitations? C'est possible ou pas? No, I don't know yet. Could I ask a question instead? Sure. The more I think about it, the more you see, obviously with cooperatives, that there is a role for digital to play to help the farmers become more efficient and effective. On the other hand, to help the cooperative to increase revenue and profit, which then feeds back into the farmers. Where do you see the biggest benefit? If you had to choose, would you first help the farmers become more effective or help the cooperatives? Alors elle va traduire et puis après vous répondrez, donc si c'est côté coopérative ou côté agriculteur. Donc pour répondre à votre question, on ne sait pas encore. On ne le sait pas donc. Hein, on ne le sait pas, je ne le sais pas encore, mais j'aimerais répondre à votre question par une autre question en fait, parce que plus j'y pense et plus j'entends ce qui se dit, plus je réalise que la numérisation va aider les exploitants agricoles à être plus efficaces, tout en aidant également les coopératives à être plus efficaces et à pouvoir réinjecter l'argent gagné pour être au service des agriculteurs. Et ma question est, si vous deviez choisir, est-ce que vous porteriez l'accent plutôt sur les exploitants agricoles et leur efficacité accrue, alors sur les coopératives? Alors, votre réponse? Alors, politiquement, devant bon nombre de mes clients, non, en fait, on a aujourd'hui, on ne peut pas voir les choses de façon duelle comme ça, c'est global. Il faut envisager que, déjà à la base, si on est capable de créer de la valeur dans l'exploitation agricole et d'améliorer le revenu de l'exploitant ou sa vie au quotidien dans son exploitation, la coopérative, d'une façon directe et indirecte, aura les bénéfices de cela. Ça, c'est évident. Ensuite, évidemment qu'il s'agit là aussi, quand on parle de digitalisation, par exemple, de la pratique de conseil agricole. Aujourd'hui, avec la réforme de l'agrément du distributeur de produits phytopharmaceutiques, la nécessité de tracer son conseil, de justifier son conseil et de toujours utiliser de plus en plus de technologies avancées en agronomie et en technologie pour délivrer un conseil de plus en plus avisé, ça crée directement de la valeur à la coopérative et à l'exploitant.
il ne faut pas se poser la question de savoir à qui ça profite le plus, en tout cas dans un système coopératif. Dans le secteur plus privé, on peut se poser la question. Mais en tout cas, dans le secteur coopératif, il ne faut pas se poser cette question dans ces mots-là. Alors, je me tourne vers Kevin Campuis, je l'ai dit, cofondateur et associé pour tout ce qui est food tech chez Shake Up Factory. C'est un accélérateur de start-up, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous faites aussi, comment dirais-je, vous vous positionnez comme plateforme d'innovation ouverte pour les industriels et les distributeurs. Exactement. Sur ces questions-ci, c'est ça? En fait, nous avons la chance de connaître des centaines de startups et de les avoir côtoyées depuis des mois, voire des années pour certaines d'entre elles, et de pouvoir effectivement comprendre lesquelles sont les plus pertinentes, les plus matures. Et puis ayant par ailleurs une expérience de la transformation, de ce qu'on appelait autrefois la transformation digitale dans les grandes entreprises, nous mettons en fait nos services et notre expertise au service des entreprises qui souhaitent collaborer avec des startups pour pouvoir créer de la valeur. Les coopératives aujourd'hui cherchent quelle collaboration avec les startups? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de mise en relation que vous pouvez faire aujourd'hui avec les coopératives agricoles? Alors, les coopératives agricoles, comme un peu tout le reste de l'industrie agroalimentaire, cherchent encore leur voie là-dessus. Clairement. On est encore dans une... Et je pense que Stéphane est un des pionniers dans le domaine en France. L'ensemble de l'industrie agroalimentaire, même les plus gros étrangers, sont encore à la recherche des meilleures voies et des meilleures solutions. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on parle beaucoup de start-up dans tous les domaines, mais dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est assez récent parce que la maturité des technologies n'était pas encore suffisante pour pouvoir disposer de start-up qui étaient, entre guillemets, suffisamment fiables ou pertinentes pour pouvoir créer des collaborations avec elles. Maintenant, ça commence à se développer de manière extrêmement sensible. Pourquoi? Parce que vous avez de plus en plus de créateurs de start-up qui sont des gens qui sont mûrs, experts, et puis vous avez des capitaux monstrueux qui sont mis à disposition de ces projets du fait de ce qu'ils sont capables de maîtriser aujourd'hui en termes de technologie et des impacts qu'ils peuvent avoir sur un besoin quotidien de se nourrir tous les jours. Où sont aujourd'hui les principaux domaines de prédilection de toutes ces startups? Est-ce que c'est dans les ingrédients, on parle de nouvelles protéines, est-ce que c'est dans l'agriculture urbaine avec tout ce qui peut exister, est-ce que c'est dans les analyses de données, est-ce que c'est dans les décisions d'achat? Il faut considérer que les startups, où est-ce qu'elles sont? En fait, les startups sont des entrepreneurs, et donc vous avez un entrepreneur qui combine en fait une compréhension d'un besoin avec une opportunité de marché et un savoir-faire qu'il maîtrise technologiquement parlant, et il va donc, il n'y a pas de limite à l'imagination. Il se passe que, comme il y a beaucoup d'argent sur ce sujet aujourd'hui, il y a énormément d'imagination et énormément de projets. Il faut faire le tri au milieu de tout ça. Ceci étant, là, on est en train de faire une étude, d'ailleurs, entre autres, avec le soutien de BPI France et du Crédit Agricole, qui va nous permettre effectivement de montrer la très grande variété des startups qui aujourd'hui proposent des solutions, des services, voire des produits alimentaires de rupture, tout au long de la chaîne de valeur, et qui sont aujourd'hui arrivés à un niveau de maturité extrêmement puissant. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de startups que vous accompagnez, tournés vers les besoins des COP? Vous en avez deux ici qui... Ah oui, celle qu'on a mentionnée tout à l'heure, d'accord. On a participé, en fait. On peut en recommander énormément, mais il y en a deux ici qui... Sans les recommander, mais disons, citer ce qu'elles font. Vous avez là deux startups qui sont arrivées à un niveau de maturité tel qu'elles sont capables de vous proposer des services qui sont quasiment clés en main et qui sont rentabilisables en moins de 6 mois et qui vont vous permettre soit d'optimiser vos déchets ou vos surplus, soit d'améliorer vos solutions de prévision ou d'anticipation d'achat. Comment jugez-vous l'agrotech d'une façon générale en France? On parle de la French Tech, on parle rarement d'agrotech. Est-ce qu'aujourd'hui ou la food tech, est-ce qu'aujourd'hui c'est une division importante dans la French Tech ou ça reste encore en retrait? C'est une division encore naissante, oui. Qui a besoin de se structurer, qui a besoin aussi d'expliquer ce qu'elle est, ce qu'elle peut offrir comme service et comme bénéfice. Et donc c'est aussi pour ça que je vous remercie de permettre d'aborder ce sujet-là dans une conférence comme celle-ci.
Ceci étant, c'est une division qui est en train de se structurer extrêmement vite parce qu'elle a des acteurs qui sont de plus en plus pertinents. Au niveau mondial, c'est 10 milliards de dollars l'année dernière, c'est 30 milliards de dollars qui ont été investis par des acteurs privés sur tous ces univers. Et la France, selon nos calculs, représente moins de 1% des capitaux. Donc 30 milliards, ça fait 30 millions, c'est ça? Ah bah ça fait oui, à 30 millions sur les 2-3 dernières années. C'est extrêmement faible encore. Non, 300 millions, c'est bien. Ça fait 300 millions, 300. globalement. Ceci étant, ça reste encore extrêmement faible par rapport au potentiel qui se cache derrière, puisqu'on voit aujourd'hui des entreprises qui, en 18 mois, dépassent des valorisations de 1 milliard, et surtout sont capables, en 18 ou 24 mois, d'apporter des services ou de générer des business qui sont des business mondiaux. Stéphane Marcel, vous êtes d'accord avec ce que dit Kevin? Quelle est votre appréciation sur l'écosystème de l'agrotech en France? Financement des startups, appétence au risque, etc. Alors, plusieurs remarques. D'abord, je pense que l'agtech est en train de se développer en France, mais on a beaucoup de retard quand même par rapport à ce qui peut se passer outre-Atlantique, notamment en Californie, simplement parce que l'appétence au risque n'est pas encore suffisamment développée en France. Et là, on revient sur une autre problématique qui est le financement des startups, notamment dans les premières phases de leur développement en amorçage, où pour le même effort réalisé d'un start-upper en France ou en Californie, le facteur de levée de fonds peut varier jusqu'à 10. 1 million levé en France égale 10 millions levés en Californie. On a une problématique importante là-dessus alors que l'argent existe. Alors effectivement, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Les accélérateurs sont là justement pour essayer d'agiter et de rabattre les cartes. Effectivement, dans le cadre de la French Tech, il y a eu relabellisation des métropoles qui ont ce label French Tech avec des fonds thématiques qui ont été dédiés, notamment à Montpellier avec un fonds thématique AgTech et FoodTech. Faut savoir que SMAG est réparti sur l'ensemble du territoire, mais a une grosse agence à Montpellier. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, comment nous on réagit à cet écosystème-là au sein du groupe InVivo? Eh bien, on crée des structures ad hoc pour essayer de saisir les opportunités qui se présentent à nous. C'est-à-dire, par exemple, on va ouvrir le premier studio agro-digital en France, c'est sans précédent, qui est un lieu qui va abriter et accélérer tous les projets agro-digitaux centrés sur le groupe InVivo, ses filiales, les coopératives d'InVivo et éventuellement des partenaires. Si je ne me trompe, Thierry Blandinière avait annoncé 50 millions. Voilà, on est sur des volumes d'investissement qui sont importants. Alors, pourquoi? Parce que InVivo et les coopératives adhérentes de l'Union ont compris quelque chose assez rapidement, c'est que pour exister dans le monde des agtech et en particulier dans le monde du digital, il faut se regrouper. Il faut se regrouper parce qu'il y a la notion de taille critique dont j'ai parlé tout à l'heure qui est fondamentale. Nos ambitions sont clairement affichées depuis toujours, c'est de créer le premier data lake, le premier big data agricole qui capterait au bas mot, au minimum, plus de 50% de la donnée générée en agriculture française. Pourquoi? Parce que nos ingénieurs en R&D aujourd'hui travaillent sur des algorithmes de nouvelle génération prédictifs pour essayer de donner une compétition, un facteur de compétitivité supplémentaire à l'agriculture française. Et ça resterait au sein d'InVivo ou ça serait accessible aux autres coopératives? Alors, il faut pas se poser la question en la matière. Ce qu'il faut comprendre, c'est... Non, mais... Il y en a, à mon avis, qui se la posent quand même un peu. Mais bon. Il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet qui est un faux sujet, qui est bien souvent, on en parle de moins en moins, qui est la propriété de la donnée. C'est pas une problématique de propriété de données, c'est une problématique de capter la donnée et créer de la valeur sur cette donnée-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet qui est nécessairement collectif dans le cadre d'une union nationale, et donc c'est un projet qui appartient à tous. Voilà, ça c'est vraiment important de le comprendre. Mais ceci étant dit, il s'agit aussi encore une fois, j'insiste, d'aller créer de la valeur jusque dans l'exploitation agricole. Voilà. Alors, j'ai deux questions à Kevin et puis après Olivier va nous rejoindre. Vous vouliez réagir? Oui, Mr. Lott. Just a small comment. First of all, I really believe you need to work together with startups and entrepreneurial-minded people. The difference is a little bit that's not necessarily in the DNA of a big company, also many cooperatives. So you need to be willing to do something different, because if you treat it as a normal project, you will kill it. Because it will be very slow, you want to set the normal goals and the normal progress, so you need to be willing to something different. I also believe on digital you have to make a choice.
Do you want to do digital simply because you want to do your internal processes better? Then you might not have to work with startups. If you want to leverage digital as a potential means to get ahead of your competition, I think there's no other way than to do something with entrepreneurs. Madame. Oui, juste un commentaire rapide. Je pense qu'il faut en effet travailler ensemble, main dans la main avec les startups. Et la différence, c'est que ce n'est pas forcément inscrit dans l'ADN des grandes entreprises de faire cela. Et que nous, il faut que nous soyons prêts à faire les choses différemment. Sinon, nous risquons d'être trop lents. Il ne faut pas hésiter à vraiment faire le plongeon. Et il faut faire des choix. Il faut se demander si nous voulons améliorer nos processus internes ou améliorer notre compétitivité. Il y a des choix à faire là. Nous ne sommes pas parlé, mais c'est effectivement le cœur de notre positionnement, c'est d'avoir compris que on ne parle pas de transformation, on parle d'enrichissement en fait. Il s'agit d'apporter de la valeur à un métier ou à des savoir-faire en s'appuyant sur des savoir-faire et des expertises qui viennent de l'extérieur, sur des technologies que des entreprises d'aujourd'hui, même les plus grosses, ne maîtrisent pas. Il y a de la même manière que les très grandes entreprises, et vous-même avez fait appel à des prestataires externes il y a 10 ans pour créer vos premiers sites web et aujourd'hui vous les gérez vous-même. De la même manière, toute une partie de l'innovation de demain qui va réinventer vos métiers, vos process et créer des nouveaux services aux utilisateurs, vous allez, pour beaucoup d'entre eux, pouvoir les inventer avec des startups qui ont déjà des solutions accessibles et qui vous permettent de gagner du temps. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut, c'est vraiment la notion d'ouverture. Cette notion d'ouverture nécessite en fait d'aligner des parties qui en fait n'ont pas forcément au départ la même ambition, la même taille, la même vitesse. Et donc c'est notre rôle que d'accompagner et de faire en sorte que cette ouverture crée le plus possible. Et les startups, les coopératives sont des projets ouverts. Et vous voyez beaucoup d'écosystèmes aujourd'hui impulsés par les coopératives. On a cité InVivo par exemple. Il y a d'autres grosses coopératives qui sont dans cette logique de créer des villages de startups, si je peux en et déjà, autour d'eux. Les coopératives, déjà, pour moi, sont des accélérateurs de start-up, entre guillemets. Vos exploitants, vos métiers, beaucoup des business que vous avez créés dans les coopératives étaient des start-up au départ. Et vous avez une chance extraordinaire, au-delà du fait que vous maîtrisez toute la chaîne d'expérience depuis l'amont jusqu'à l'aval. Au-delà de ça, vous êtes des entreprises qui avaient deux éléments complémentaires qui sont vraiment des pépites, surtout pour moi qui le vois de l'extérieur. Le premier, c'est que vous avez plusieurs métiers qui travaillent ensemble. Donc vous savez déjà ce que c'est que l'innovation et le développement collaboratif. Et le deuxième, c'est que plusieurs métiers, ça veut dire plusieurs business models. Vous gérez plusieurs business models, ce qui est vraiment une gageure face à des grands acteurs dont on a parlé tout à l'heure qui n'ont qu'un seul business model en général et qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont le renouveler ou comment est-ce qu'ils peuvent en inventer un autre. Nous, vous avez déjà cette agilité-là. Donc, aujourd'hui, on voit, et les coopératives sont vraisemblablement un peu plus en avance d'ailleurs que nombre d'acteurs de l'agroalimentaire que nous connaissons et avec lesquels nous discutons. Il y a des initiatives comme celle de SMAG. Il y a une initiative qui s'appelle AgriUp en Normandie et qui est en train de se mettre en place. Vous avez aussi des initiatives autour d'Orléans. Il y a un potentiel extraordinaire et l'avenir passera aussi par cela. Allez, on va conclure 30 secondes avec vous, Stéphane, et après c'est Olivier qui va nous rejoindre. Je voudrais juste vous raconter rapidement mon histoire. J'ai été start-upper, j'ai créé une start-up et je me suis fait racheter par un grand groupe. Donc je suis convaincu du fait que les coopératives en particulier, mais les industriels d'une façon générale, ont nécessité de se rapprocher des start-up pour travailler. Pas que pour les racheter, mais également pour les accélérer. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que InVivo a créé un fonds qui s'appelle InVivo Invest, qui nous permet en plus de nous donner la possibilité de faire un peu d'equity en amorçage dans ces startups-là pour véritablement enclencher des relations gagnant-gagnant avec cet écosystème-là. Allez, merci à vous. Olivier Dauvert, si vous voulez nous rejoindre. Voilà, restez debout. Bon, allez, rapidement, je vais rester comme ça. Voilà. Alors, il n'y aura pas de questions, que des remarques. Je vais raccrocher ça à ce qu'on avait évoqué dans le think tank. 2 remarques. D'abord, à la question sur est-ce que la vache connectée peut exister. Moi, j'aurais tendance à dire que ça fait longtemps qu'elle existe, parce que le collier avec la puce RFID qu'elle a autour du cou, oui, mais c'est quand même ça. Elle est connectée à son environnement, et on l'oublie trop souvent, mais c'est quand même par l'agriculture que la RFID a eu ses premières lettres de noblesse dans l'utilisation à très grande échelle. Donc, la vache connectée, elle existe déjà depuis longtemps. Ensuite, vous êtes posé la question de l'ubérisation. Et en gros, moi j'ai entendu à moitié que finalement ça n'allait pas trop vous concerner, que vous n'étiez pas ubérisable. Si on considère que l'ubérisation est la désintermédiation, alors on peut discuter de ce que c'est, mais si on considère que c'est ça,
tout le monde l'est par principe, même une coopérative peut l'être. Si demain un intermédiaire se met entre le producteur de matières premières, au sens agricole du terme, et le premier transformateur, et qu'il crée un nouveau type d'intermédiation, eh bien la coopérative sera désintermédiée. De la même manière qu'aujourd'hui, les distributeurs sont sous la menace d'être désintermédiés, les distributeurs au sens tous ces vilains que vous n'aimez pas. Il y a deux choses qui existent déjà, Erwin l'a rappelé tout à l'heure, c'est les industriels qui rêvent de bypasser la distribution. Erwin le fait avec des poudres de lait. Dans sa précédente vie, il était chez Procter & Gamble aux États-Unis. Aux États-Unis, Procter a un shop qui s'appelle PG Shop, sur lequel le client peut venir acheter, par exemple, des couches Pampers. Et chaque fois que le client va acheter des couches Pampers sur PG Shop, c'est un paquet en moins qu'il n'achètera pas chez Walmart. Donc cette désintermédiation, elle existe déjà. Et puis ensuite, vous avez d'autres solutions techniques. Aux États-Unis, ça s'appelle Instacart. En Asie, ça s'appelle HappyFresh. Ce sont des applications qui viennent se mettre entre le consommateur et le distributeur. Là, on est dans la logique Uber. Je fais mes courses sur mon application Instacart, par exemple aux États-Unis. Instacart va faire les courses pour moi chez Whole Foods. Le jour où il aura une base installée qui se comptera en millions de consommateurs, comptez sur Instacart pour faire danser les distributeurs, pour savoir celui qui lui donne la plus grosse commission. Et donc, ce faisant, la distribution, elle aussi, sera désintermédiée. Donc ça, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez, sur des propositions qu'on a pu faire dans le think tank et sur lesquelles je me retrouvais à demi-mot dans ce que vous évoquiez, ou à plein mot d'ailleurs par moment. De la même manière qu'il existe un crédit impôt recherche pour l'industrie, vous allez me penser obsédé par l'outil fiscal, mais c'est quand même celui qui peut inciter, parce que la politique publique est quand même là pour ça. Nous, on avait préconisé cette année, on l'a préconisé, qu'il y ait un crédit impôt recherche au stade de l'exploitation agricole, parce qu'on peut faire davantage de recherche et d'innovation au stade agricole, et l'outil fiscal au stade de l'exploitation, entendons-nous bien, et l'outil fiscal peut être celui qui va réorienter une partie des ressources de l'exploitation vers la recherche et l'innovation, et évidemment une partie de cette recherche et de cette innovation sera digitale par principe, évidemment. Mais ça, je pense que ce n'est pas la peine de vous convaincre là-dessus. Et puis, deuxième proposition qu'on a formulée sur le sujet, il y en a d'autres, mais je n'ai sélectionné que deux, c'est le besoin d'amorcer davantage le développement de toutes ces start-up. On a incontestablement besoin d'un fonds d'amorçage. Le fonds d'amorçage, c'est la différence entre le tout début, les premiers instants de la vie, et après ce qu'on va appeler le développement. Bien, sur cet amorçage-là, et on préconisait l'idée, pourquoi pas, qu'il y ait une espèce de mutualisation de moyens au sein d'une filière entre, d'un côté, des industriels, alors pour le coup qu'ils soient coopératifs ou non, des distributeurs, pourquoi pas, et qu'ils puissent se retrouver dans cette idée de créer un fonds d'amorçage, c'est quelques dizaines de millions d'euros qu'il faut, pour que ce terreau qui existe, il puisse réellement prendre vie, et puis ensuite il ira chercher des capitaux risqueurs plus habituels, mais c'était une proposition, voilà, fonds d'amorçage. Arnaud, j'en ai terminé pour cette table ronde. Merci à toi Olivier pour ta précision et ton acuité. Juste, vous vouliez réagir sur l'ubérisation à un moment ou à un autre entre l'exploitant et sa bonne coopérative avec laquelle il a quand même une relation de confiance. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire, Stéphane? Je voulais dire simplement qu'il y a un peu ce côté un peu fantasmagorique autour de l'ubérisation, mais c'est un vrai risque qui existe sur le secteur agricole. Actuellement, Je pense que personne n'a dit que c'était pas ubérisable. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ça serait plus compliqué que sur un dispositif classique. Si, parce qu'aujourd'hui, dans le back-office, en termes d'appro, ce n'est pas impossible, mais en termes d'appro, aujourd'hui, vous ne vendez pas un produit phytopharmaceutique comme vous vendez une barre chocolatée. Donc il y a quand même aussi derrière un certain nombre d'enjeux qui font que la coopérative reste au centre du dispositif. Par contre, les machinistes agricoles, tous les gros acteurs qui génèrent de la donnée participent et pensent Big Data tous les jours. D'accord. Donc on est en capacité demain, un John Deere qui est un peu le Apple du secteur agricole est capable sur son cloud de proposer des services très concurrentiels par rapport à la coopérative. Donc c'est aujourd'hui possible, mais il n'est pas trop tard pour que la coopérative se saisisse du sujet et accélère son processus de digitalisation pour se prémunir de cette ubérisation. Voilà. On va conclure avec Erwin Locht. Quand je vous ai eu au téléphone, vous m'avez dit je ne peux pas trop vous répondre pour savoir si les coopératives françaises sont plus en avance ou en retard par rapport aux coopératives hollandaises, par exemple, ou danoises ou allemandes, dans leur numérisation. Maintenant que vous les avez entendues, est-ce que vous auriez une petite opinion sur le numérique dans les coopératives françaises? I think you're way ahead. No, it's still very difficult, obviously. I would need to double check more, but
I picked up a few points I think that are very important. Uberization or not, I don't think it's something that's a choice or something that we think about. It will happen. The question is when. And I also think, and I don't know how many cooperatives are in the consumer products business, but the whole way to leverage digital technology to bypass your traditional retailers and customers is a huge opportunity. And that's a battle that we have been fighting already for many years. And now there is a real opportunity to make it happen. Mademoiselle? Oui, je dirais que vous êtes très en avance. Bien sûr, c'est toujours difficile. Il y a quelques points importants que j'ai relevés. Pour ce qui est de l'ubérisation, ce n'est pas un choix. L'ubérisation va se produire. La question est de savoir quand. Je ne sais pas exactement combien de coopérations il existe, mais en tout cas, cette faculté d'utiliser les technologies est intéressante et il va falloir continuer à le faire. Kevin, on va conclure avec vous. Il y a un terme que j'aime bien qui dit que la révolution, parce que c'est une vraie révolution digitale, c'est pas du jour au lendemain on passe de noir au blanc, c'est où. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs modèles qui vont continuer à cohabiter et il va y avoir de plus en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, de complexité, mais aussi d'opportunités. Et en fait, deux messages par rapport à ça. Le premier, c'est prenez le temps de regarder et d'aller plus loin parce que aujourd'hui, je pense qu'un des éléments qui limite aujourd'hui l'accélération de ce phénomène, c'est aussi qu'on ne regarde pas au-delà de nos frontières, on ne regarde pas au-delà de nos métiers traditionnels, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne comprend pas, donc on ne regarde pas. Prenez le temps de regarder tous les gens qu'on a emmenés, entre autres des gens de coopératives qu'on a emmenés dans des conférences internationales auxquelles on a présenté des startups un peu révolutionnaires, se sont mis effectivement dans ce type de démarche, et nous on accompagne des gens comme ça dans ce sens-là, donc n'hésitez pas à aller voir. Plonger là-dedans, ça c'est la première chose. La deuxième chose, oui, il y a aussi, alors l'argent ne fait pas que le bonheur, mais l'argent est aussi un des leviers qui en fait met en mouvement toute une chaîne. Et dans cette logique d'ouverture, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure Olivier, il y a l'argent mis ensemble, comme vous le faites déjà au sein des coopératives, mis ensemble au profit de projets qui vont en fait vous accompagner et accompagner l'enrichissement ou l'évolution de vos secteurs et de vos métiers. C'est véritablement un élément qui va faire la différence. Bon, et puis qu'il n'y a peut-être pas encore suffisamment d'argent, donc canalisé vers le food tech au sens large. Merci à tous les quatre, on va les applaudir chaudement. Thank you very much, Mr. Locke.